Et coucou tout le monde, eh bien me revoilà pour un nouveau tag cette fois-ci, puisque j'ai décidé de faire comme tout le monde en ce moment vraisemblablement, le Mid-Year Freakout Book Tag. Voilà, je me rappelle, je crois bien que c'est ça le nom, puis sinon... Vous savez bien de quoi je parle puisqu'en ce moment tout le monde est en train de sortir exactement le même, donc je pense que vous n'allez pas être perdus. Alors, eh bien écoutez, ce tag est l'occasion de revenir un petit peu sur les lectures de l'année, même si pour certains ça va être un petit peu difficile parce que j'ai pas lu tant que ça, disons que j'ai lu beaucoup de graphiques et j'étais un petit peu plus coincée sur les romans, mais quand même il y a quelques petites choses qui valent la peine d'être mentionnées vite fait de nouveau, puisque comme la plupart j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais juste passer assez rapidement sur chacun d'entre eux. Et la première question, en tout cas, est la plus directe, puisque c'est votre lecture préférée de 2022. Eh bien, écoutez, je vais rester en fait sur mes toutes dernières lectures, puisque ça a été de très très bonnes lectures de quand j'ai voulu découvrir la lecture coréenne, les romans coréens plutôt, et donc j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment du mal à les départager. Ma mémoire assassine, qui raconte l'histoire d'un tueur en série à la retraite mais qui est atteint d'Alzheimer et qui tout au long de l'histoire va essayer de se rappeler de tout ce qu'il a fait auparavant avec une bonne raison, par contre une raison assez particulière mais que je ne vous donnerai pas bien entendu, qui le pousse vraiment à essayer de conserver sa mémoire mais qui en même temps le met en danger puisque sa mémoire est aussi très liée au crime qu'il a commis tout simplement. Voilà. Donc très bon livre, très original, très bien écrit. Donc celui-là m'a beaucoup plu, pardon. Et également Kim Ji-yoon, né en 1982, qui est un roman, une sorte de biographie fictive autour de Kim Ji-young, le personnage principal qui nous raconte à travers son histoire et celle de sa famille la condition féminine en Corée du Sud et qui au final nous concerne un petit peu toutes. Donc on traverse le temps avec elle, avec ses mémoires et ça nous permet de découvrir beaucoup d'aspects de la société coréenne, beaucoup d'aspects qui sont partagés par d'autres pays asiatiques et puis également qu'on retrouve par chez nous malheureusement, même si parfois dans une moindre mesure, mais dans lequel on peut facilement se reconnaître. Encore une fois, non seulement l'histoire est super intéressante, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour malgré le contexte et puis c'est très bien écrit. Franchement, ça a été un page turner en plus d'être court, donc ça se lit vraiment très rapidement. Ce sont vraiment des livres qui m'ont beaucoup plu, voilà. Mais si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, je vous renvoie à mon vlog en Corée du Sud. Voilà. Alors, deuxième question, il s'agit de la meilleure suite lue en 2022. Alors ça, c'était plutôt difficile parce que je n'ai pas lu beaucoup de suites. Et donc ça se jouait entre Percy Jackson et la bande dessinée dont je vous ai déjà parlé, Nain, et j'ai décidé que ça serait la bande dessinée puisque Percy Jackson j'ai bien aimé, mais la bande dessinée je l'ai adorée, tout comme le premier tome. En fait le deuxième tome, Ordo du Talion je crois, je l'ai lu en début d'année donc je me rappelle plus vraiment exactement le titre, mais je crois que c'était Ordo du Talion. Comme le premier tome, se focalise sur la biographie d'un nain dans cette société, dans cet autre monde, en fait un monde de fantasy dans lequel on s'arrête sur chacun des personnages pour découvrir en même temps les castes, les différents personnages, les différents mondes, et qui donc va nous raconter la vie d'un nain qui fait partie des commerçants, il me semble. En tout cas qui est dans l'ordre du talion, et comme d'habitude l'histoire est hyper dense malgré le peu de pages, est absolument passionnante. On a l'impression de traverser le temps et l'espace en très peu de pages et pourtant on a l'impression d'avoir lu un roman entier. Les graphismes sont absolument magnifiques. En tout cas moi je continue d'adorer cette série même si pour l'instant je n'en ai lu que 2 tomes. Et d'ailleurs il va falloir que j'attaque le 3e tome incessamment sous peu quand même puisque je l'aime beaucoup, ça serait dommage de les oublier. Voilà. Alors la 3e et la 4e question étaient un petit peu plus compliquées pour moi puisqu'elles se basaient sur des nouveautés. Mais il faut savoir, vous vous en êtes peut-être aperçu avec mes lectures, que je ne cherche pas les nouveautés. Je m'en fous un peu en fait, parce que pour moi, un livre qui est intéressant, je m'en fous qu'il soit sorti maintenant il y a 200 ans. Par contre, comme je ne suis pas les nouveautés, du coup je ne sais pas qu'est-ce qui date de 2022 et qu'est-ce qui date de 2021 ou 2010 ou voilà. Donc ça c'était un petit peu compliqué parce que du coup il a fallu que je cherche
qu'est-ce qui est sorti cette année, parce que franchement, j'en ai pas la moindre idée. Après, c'est vrai que je vois certaines nouveautés dans des vidéos booktube, forcément, et donc je me les note dans mes listes à lire, mais je sais plus quand je les ai notées, moi. Et puis quand ils les ont présentés, je me rappelle plus si c'était de 2022 ou d'il y a quelques mois, ou de... Voilà. Donc, il a fallu que je farfouille un petit peu. Et la troisième question, qui est une sortie de 2022 qui me tente, je me suis noté Blackwater, parce que je sais que les avis sont mitigés. Il y en a qui adorent, il y en a qui trouvent que c'est un peu bof, un peu déjà vu, un peu cliché. Mais j'avoue, là, attention, grosse superficialité, les couvertures sont juste trop belles. Voilà. Les couvertures sont super belles, puis en plus il y a 6 tomes qui sont plutôt petits, donc ça permet d'avoir 6 couvertures absolument magnifiques. J'adore le style. Après, c'est vrai que les éditions Monsieur Toussaint Louverture, faut avouer qu'ils font un sacré boulot sur la présentation, les couvertures de leurs romans. Sincèrement, ils font un travail de fou là-dessus. Et donc voilà. Alors, je sais pas bien de quoi l'histoire parle. Je crois que le premier volume s'appelle La Crue et que ça tourne autour d'une rivière. Mais j'en sais pas plus. Mais oui, très franchement, je suis tentée juste par les couvertures, j'avoue. Donc voilà. Bah, c'est une raison comme une autre. La question suivante, c'était une sortie que j'attends avec impatience. Bah forcément, j'attends pas avec impatience puisque je sais pas ce qui va sortir. J'ai quand même essayé de regarder un petit peu, surtout dans des maisons d'édition que j'aime bien, comme Actes Sud Imaginaire et Le Bélial, enfin ce type de maison d'édition. Et finalement, oui, il y en a une qui m'intéresse. J'ai un petit peu trichoté quand même. Et il s'agit de L'invasion des profanateurs de Jack Finney, en fait, qui va ressortir avec une nouvelle traduction, une nouvelle couverture qui est magnifique par ailleurs. Et puis sous le titre des Body Snatchers, qui est le titre original, puisqu'apparemment la traduction française, L'invasion des profanateurs, est assez pourrie et n'a rien à voir avec l'histoire, en fait, puisqu'apparemment entre le titre et l'histoire, ça n'a rien à voir. Les profanateurs de quoi? Effectivement, quand on lit profanateur, on a l'impression que ça va être profanateur de tombes. Alors, je connais un petit peu le thème principal de cette histoire. Je n'ai jamais lu de Jack Finney, mais ça fait longtemps que je veux en lire. J'en ai plein dans ma palle, vraiment. Il y a le voyage de Simon Morley, donc il y a les Body Snatchers, il y en a pas mal comme ça qui me tentent. Et c'est vrai que celui-là, ben, je l'ai mis dans mes livres à lire cet été. Donc du coup, ça tombe bien. Sauf que je vais le lire en anglais. C'est en ça que je disais que je trichote un petit peu. Mais comme il va être réédité chez Le Bélial en août, je crois, bah finalement ça collait à la question. Alors l'invasion des body snatchers, des profanateurs, de ce que vous voulez, enfin bref, je me mélange les titres. Je sais juste qu'il me semble que c'est une invasion extraterrestre où ils rentrent à l'intérieur des corps des personnes pour se faire passer pour des êtres humains et donc pouvoir envahir notre société sans se faire voir. Quand j'étais gamine, ben, j'ai grandi dans les années 80, même si je suis née un petit peu avant. Et donc forcément c'était le gros boom des films d'horreur. Et quand j'allais au collège, sur mon chemin il y avait plusieurs cinémas. Et donc j'ai été très très marquée par les affiches de films qui sont sortis à cette époque-là. Surtout ça a eu tellement de succès qu'il y avait les numéros 1, les numéros 2. Alors que ce soit les Vendredi 13, les Freddy, les Griffes de la Nuit, Hellraiser. Et donc il y avait aussi les Body Snatchers. En fait il y a tout ça qui s'est suivi. Et ce sont des affiches qui m'ont vachement marquée. Que je n'ai pas forcément regardé parce qu'il y en a certaines qui m'ont un petit peu fait peur, bah, j'étais gamine quand même, et en même temps peut-être aussi ce qui m'a donné le goût de toutes ces choses là parce que ça m'est resté très ancré en tête. Et les Body Snatchers, ça fait partie de ces sagas horrifiques que je n'ai ni lu ni vu. Et j'ai vraiment très envie de découvrir le livre. En plus j'en ai lu pas mal de bonnes choses, donc je me dis voilà. Et puis je crois qu'il est pas très long, il faudra que je regarde ça, mais bon bref. En tout cas, je me le suis prévu pour cet été. Je l'ai vraiment dans ma liste à lire incessamment sous peu. Donc, j'espère vraiment que j'aurai le temps de le lire. Voilà. Ensuite, ma plus grosse déception de 2022. Alors, la grosse déception, c'est l'adaptation de Ravage de Barjavel en 3 tomes, en bande dessinée. Je n'ai pas du tout aimé. Le premier tome était pas trop mauvais, les dessins étaient sympas, mais je trouvais que la façon avec laquelle l'histoire était abordée était un petit peu fouillie, un petit peu... ça commence par la fin, donc c'est un petit peu dommage, parce que du coup, la conclusion, bah, c'est plus une surprise. Et puis, j'ai trouvé ça quand même assez cliché, assez attendu. J'ai trouvé que l'adaptation était un petit peu... Il y avait des pages qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Et puis, le tome 2 et le tome 3, alors...
j'ai pas accroché du tout. Mais ça c'est pareil, je vais vous mettre le lien vers la vidéo où j'en parle parce que ça, je me rappelle plus exactement dans le détail. Tout ce que je sais c'est que j'ai pas aimé, voilà. J'ai eu du mal à arriver au bout. Non seulement c'était cliché, mais ils ont rajouté des choses qui n'étaient pas dans le roman et qui étaient complètement inutiles. Enfin, ça m'a saoulé. Clairement, ça m'a saoulé, mais alors j'ai vraiment pas aimé du tout. Le premier tome, je me disais, on va bien voir. Et puis alors le 2 et le 3, je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment parce que j'aime pas abandonner les choses en cours de route. Mais je me disais, mais quand est-ce que ça se termine, quoi? Et je voulais un petit peu mettre Remina aussi, même si Remina j'ai bien aimé, mais ça a quand même été une déception parce que c'est un manga de Junji Ito, que j'aime beaucoup Junji Ito, et que celui-là, en plus c'était de la science-fiction, je me dis ah cool, Junji Ito, alors c'est de l'horreur et de la science-fiction, je vais me régaler. Et puis ça partait un petit peu en sucette par moment, ça reste quand même un bon manga, j'ai bien aimé, mais il y a des trucs qui sont tellement invraisemblables et tellement, bon, invraisemblables dans de la science-fiction et de l'horreur, on s'y attend. Mais c'est-à-dire des choses qui n'avaient ni queue ni tête, même dans l'histoire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais vous savez où vous êtes en train de lire l'histoire et puis tout d'un coup vous dites, mais vous savez, ce genre de choses qui vous sortent complètement. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est quand même une petite déception parce que je m'attendais quand même à un peu mieux de lui. Même si je sais que dans ce domaine-là, on a quand même aussi vite fait de tomber dans des facilités parce qu'on veut montrer des trucs un peu cracra, un peu machin. Et puis du coup, l'histoire, des fois, elle passe un peu à la trappe. Hein, voilà. Alors, pour ma plus grosse surprise de 2022, je dirais que c'est Mitsuba d'Akishimazaki. Encore un roman très très court, un roman japonais. Mais en fait, c'est la 4e de couverture. C'est une autrice dont j'entends beaucoup parler, que je voulais lire depuis longtemps parce que plein de gens qui lisent la littérature japonaise lisent cette autrice, donc je me disais en plus c'est tout petit quand même, je peux bien le faire. Mais oui, la 4e de couverture me repoussait pas mal parce qu'on voyait bien que c'était une histoire un petit peu, comment dire, pas calme, mais ça me dérange pas les histoires calmes, mais un petit peu contemplatif et en même temps une histoire d'amour. Voilà. Et moi je me suis dit, juste une histoire d'amour déjà, moi les romances j'aime pas ça du tout parce que quand ça ne reste que là-dessus, ça m'ennuie. J'allais dire autre chose mais on va essayer de rester poli sur YouTube. Hein. Ça m'ennuie mais alors à un point, ça me barbe. Et en plus un truc un peu contemplatif, je me suis dit bon mais... Voilà, je me suis quand même lancée parce qu'il était court, il était temps. Et finalement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que malgré l'histoire d'amour, il y a tout un... En fait, pas forcément un développement parce que c'est pas non plus ni une étude psychologique ni une étude de la société, mais les descriptions font que on a un regard, un certain recul sur non seulement le destin des personnages, mais sur la société japonaise, la façon avec laquelle la vie et l'avenir des gens en fait est parfois joué, manqué de peu juste à cause de la pression de la société qui finalement ne nous interdit pas de faire des choses, mais cette pression invisible fait que les gens vont faire des choix contraires à leur volonté, contraire à beaucoup de choses, et finalement qui va prédestiner leur vie à des choses qu'ils n'avaient pas prévues ou qu'ils ne voulaient pas avoir de cette façon-là, et qui parfois par contre effectivement sont un petit peu poussés par d'autres personnages de la société. Mais c'est plus ces non-dits, cette espèce de poids permanent dans la société japonaise qui fait que les gens prennent des directions complètement opposées à ce qu'ils voulaient au départ. Voilà, donc pour moi ça c'était la grosse surprise. Alors le suivant c'est un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée. Alors là c'était un petit peu plus difficile parce qu'il y a plein d'auteurs dont j'ai apprécié les livres et que je veux continuer de lire. Et je me suis notée, alors soit Jelly Clark, soit Robert Heinlein. Parce qu'il y avait aussi Octavia Butler, mais j'ai déjà lu quelque chose d'elle l'année dernière. Et puis en fait, comme j'ai dit, il y en avait plein d'autres. Disons que pour Jelly Clark, c'est le tout premier que j'ai lu, c'était Ring Shout, ce roman de fantasy qui se passe dans les années 20 dans le sud des États-Unis, à l'époque où la ségrégation fait rage, où l'esclavage a encore bon dos et où le Ku Klux Klan revient à cause d'un film qui hypnotise les gens et qui les transforme en monstres. Mais en monstre réel, même si au final, entre le côté fantasy et la réalité qui s'est vraiment passée d'un point de vue historique, au final, il n'y a pas beaucoup de différence, parce que même si là, les monstres sont des monstres réels, mais les personnes qui ont été capables de faire ce que le Ku Klux Klan a fait, ce sont des choses monstrueuses en soi, donc
l'éloignement n'est pas énorme. Donc, une histoire de fantasy ancrée dans ce type de période historique, dans ce milieu, m'ont vraiment étonnée. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai passé un très bon moment. Le tout était mélangé aussi comment dire, de traditions. Alors par contre, c'était pas des Haïtiens, c'était... En tout cas, ça venait d'une île des Caraïbes où effectivement il y avait le langage qui était un petit peu mélangé avec les dialogues, il y avait des chants, il y avait beaucoup de... Franchement, c'était passionnant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai commencé à regarder les autres livres qu'il avait écrits. Apparemment, il y a beaucoup de thématiques qui m'intéressent. Voilà. Donc, Jelly Clark, franchement, j'ai bien aimé. Et ah oui, d'ailleurs, un truc que je ne savais pas quand j'ai lu le livre et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Le Ku Klux Klan dans ce roman revient hypnotisé à cause d'un film qui s'appelle Naissance d'une nation, il me semble. Sauf que c'est un film qui a réellement existé et c'est vraiment le film qui a relancé le Ku Klux Klan. Donc je pensais que c'était une invention pour le roman, mais non, ce film a bel et bien existé. Il est trouvable, on peut le regarder. Ce que je pense d'ailleurs que je veux faire, c'est ne serait-ce parce que il faut aussi, enfin c'est intéressant aussi d'un point de vue historique de comprendre qu'est-ce qui a poussé les gens à suivre des idéologies pareilles, bref. Et donc oui, effectivement, et c'est en fait ce film qui a vraiment poussé au grand retour du Ku Klux Klan, et où après ça a été, c'était la fête du slip, hein, comme on le sait, voilà. Donc... détail intéressant. Et donc oui, Robert Heinlein, parce que Robert Heinlein est un très grand auteur de science-fiction, que je n'avais pas encore lu, dont j'avais toujours entendu parler. Donc cette année, j'ai découvert sa courte histoire Waldo qui m'a passionnée. J'ai adoré cette histoire de science-fiction, cette espèce de personnage un petit peu particulier, assez détestable, mais qui est un génie. Et dans ce monde futuriste où on a besoin de ses idées en fait pour pouvoir faire face à certains problèmes, et qui va prendre une direction absolument pas attendue et absolument pas de science-fiction, mais que je ne veux pas détailler pour ne pas dévoiler l'histoire, mais ce passage en fait d'un genre à un autre, en plus de l'histoire en elle-même qui était assez originale, moi m'a beaucoup plu. Donc un autre auteur dans cette liste où il doit y en avoir des millions, pour lequel je veux absolument continuer de lire des ouvrages, surtout que c'est un auteur dont il y a beaucoup de livres à lire, ce n'est pas un auteur récent, donc du coup j'aurai de quoi faire pour les temps à venir. Alors la question suivante, c'est quel a été votre personnage préféré en 2022 ? Je m'attache pas forcément beaucoup à des personnages, à moins que il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel, ou souvent quand c'est une saga, puisqu'on passe plus de temps avec les personnages. Mais je dirais globalement que c'est Kim Ji-young, dont j'ai déjà parlé, donc du roman coréen Kim Ji-young, né en 1982, parce que j'ai adoré sa façon de raconter son histoire. Comme j'ai dit, en tant que femme, en plus on se sent très concerné par ces problèmes, ou en tout cas une partie d'entre eux. Et donc forcément oui, il y a une sorte de lien qui se crée. J'ai beaucoup aimé l'humour avec lequel elle racontait les histoires de sa famille. Donc je la choisirais elle en tant que personnage, même s'il y a d'autres personnages que j'ai aimés dans mes livres lus cette année, mais je dirais que c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué positivement. Même si effectivement la petite fille du jardin secret, et dont je vais parler d'ailleurs dans pas longtemps, ou même le petit garçon dans l'histoire sans fin, effectivement, aurait pu en faire partie, mais non, elle est plus récente, donc pour moi en tout cas elle m'a marqué plus, et puis surtout parce qu'on peut se sentir personnellement lié à elle pour les raisons que j'ai citées. Voilà. Alors ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Alors cette année, pas grand chose qui m'a fait pleurer. En même temps, je pleure pas beaucoup quand je lis des livres, hein. Après ça dépend des livres, mais ouais, c'est pas très courant. Mais il y a le roman graphique Le Plongeon quand même qui m'a tiré une larmichette, parce que Le Plongeon parle des personnes âgées en maison de retraite. C'est un roman graphique en fait, donc qui raconte l'histoire d'une femme qui décide, à cause de son âge avancé et pour ne pas être un poids pour sa famille, d'aller en maison de retraite, et puis en même temps pour que ça lui facilite la vie. Sauf que avec son caractère, elle est pas très partante en fait.
part un petit peu en mode fermé, et puis elle veut pas être copine avec les vieux, enfin c'est un petit peu, elle a un petit peu de mal au début, et puis au final on va suivre comme ça son parcours, donc il y a des passages absolument très tendres, très beaux, d'autres absolument drôles, et puis donc forcément il y en a certains qui vont rendre tristes, parce que vu le contexte, vous vous doutez bien que par moments c'est pas facile, tout le monde ne reste pas tout le temps, hein, voilà. Donc voilà, j'avais bien aimé ce roman graphique, effectivement, j'avais trouvé les dessins plutôt sympathiques. Il y avait juste au début de l'histoire une décision de personnage principal qui ne m'a pas plu, que je n'ai pas compris, mais ça je ne m'étendrai pas là-dessus. Parce que je pense pas qu'il faille le dévoiler, mais ça m'a fait un petit peu tiquer, mais sinon oui, c'est vraiment, c'est peut-être la seule d'ailleurs qui m'a tiré une petite larmichette cette année. Par contre j'ai eu beaucoup de larmichasses, hein, parce que là on n'était plus dans les larmichettes et larmichasses, pour des séries que j'ai regardées, mais bon, on est sur Booktube, hein, donc... mais oui, Stranger Things entre autres, je pense à toi. Bref, passons. Donc sinon, un livre qui m'a rendu heureux. Au début, je me suis dit, oh, va rien y avoir, parce que vu mes lectures en général, mais non. Il y en a un en particulier, pour ceux qui suivent mes vidéos, je pense que vous allez vous en rappeler. C'était un gros coup de cœur que j'ai eu cette année pour Le Jardin Secret. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai retrouvé un petit peu, même si les histoires n'ont rien à voir, mais j'ai retrouvé un petit peu l'atmosphère et la tendresse et la douceur en fait qu'on retrouve dans Anne de Green Gables. Et dans cette histoire-là, en fait, où on suit une petite fille, mais alors, absolument pourri gâté, exécrable, avec un caractère de cochon, mais vraiment le genre de gamine, on se dit... et qui va être obligée suite à une épidémie de choléra en Inde où elle habitait, où sa famille a été décimée, elle va être obligée en fait d'aller en Angleterre, puisqu'elle est anglaise mais elle ne connaît pas l'Angleterre, et elle va aller habiter avec un oncle qui est quasi absent dans une grande demeure. Alors elle ne manque de rien, il y a de l'argent, il y a tout ce que tu veux, mais où elle est un petit peu perdue parce que c'est une petite fille, elle s'ennuie, et puis il n'y a rien à faire, et puis en même temps elle va découvrir la campagne anglaise, en fait, elle va découvrir beaucoup de choses, et y compris d'autres enfants avec qui elle va devenir amie, avec qui elle va devenir... Et donc, en fait, on s'éveille avec elle à toute cette découverte, tous ces petits détails qui font que j'ai eu le sourire pendant les 3/4 du bouquin, ce qui en général ne m'arrive pas. Mais ouais, vous imaginez bien, effectivement, vous lisez un bouquin, puis vous avez le sourire banane pendant la moitié des pages, parce que c'est agréable, ça fait du bien. Et clairement, je pense que, comme pour Anne de Green Gables, qu'il faudrait que je continue, puisque pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome. C'est une autrice dont je vais lire d'autres livres quand je vais pas avoir envie de lire des trucs crades ou déprimants ou trop sombres ou morbides, ou clairement ce sont des autrices vers lesquelles je vais me tourner, parce que c'est adorable, mais c'est pas gnangnan, c'est pas, y a pas ce côté justement que je crains d'habitude avec ce genre de livres, un peu, vous savez, les feel good et les machins qui ont souvent beaucoup trop de clichés, beaucoup de côté gnangnan, et qui moi font que je rentre pas dans l'histoire tout simplement. Ces autrices là par contre, je me laisse porter sans aucun souci, je rentre dans leur délire, voilà. Alors, et pour le dernier, alors ça aussi c'est un petit peu compliqué, c'était le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà, hein, pas de livre physique avec moi. Les quelques livres physiques que j'ai, je les ai achetés avant cette année. Cette année, il me semble pas avoir acheté quoi que ce soit. Je regarde autour de moi au cas où j'ai zappé un truc, mais ouais. Sinon j'aurais cité le livre de John Ho avec les illustrations du Seigneur des Anneaux, mais je ne l'ai pas acheté cette année, je l'ai acheté l'année dernière pour le mois de la fantaisie. Du coup j'ai choisi Tower, qui est un livre de science-fiction d'un auteur coréen, et qui était celui qui me tentait le plus et que j'ai pas lu puisqu'il n'a pas été pioché par ma petite roue qui me permettait de choisir mes lectures pendant que j'étais en Corée, mais par contre que j'ai acheté juste à cause de la couverture, parce que j'aime beaucoup cette couverture en mode rétro, avec un style très art déco, et avec ces couleurs un petit peu aussi qui rappellent, vous savez, toutes ces affiches communistes qu'on trouvait très souvent en Asie en particulier d'ailleurs, et je sais pas, il y a une esthétique qui me plaît beaucoup, et en même temps en plus qui je trouve colle très bien à un livre de science-fiction dont je n'ai pas du tout lu l'histoire, mais qui rappelle un petit peu justement toutes ces
comment dire, toutes ces œuvres de science-fiction portées sur la politique du style 1984. Vous savez, ces choses un petit peu... j'allais dire dystopiques, mais non, pas forcément dystopiques. J'arrive pas à trouver mes mots, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée, puisque je viens de vous décrire la couverture qui va s'afficher à droite ou à gauche de toute façon. Voilà. Donc c'était un livre qui me tentait beaucoup beaucoup et puis bah, que j'ai pas encore lu du coup. Mais suite aux nombreuses très bonnes lectures que j'ai faites d'auteurs coréens ces dernières semaines, eh bien je pense que celui-là sera lu avant la fin de l'année sans souci, puisque j'ai aussi dans ma liste à lire incessamment sous peu, puisque je crois que c'est le dernier ou l'un des derniers livres coréens qui me restait que j'ai pas encore lu de ma liste. Voilà. Donc bah écoutez, voilà. Sur ce, je termine cette petite vidéo qui me permet bah, de faire un petit récap sur l'année et de me rendre compte qu'en fait j'ai vraiment pas autant lu que j'aurais voulu, mais bon on va faire avec. Et puis j'espère que j'aurai plein de nouvelles lectures dont je vais pouvoir vous parler d'ici la fin de l'année. Si vous avez fait pardon, ce tag, que ce soit en blog, en vidéo, mettez-moi le lien que je puisse aller jeter un œil puisque je trouve qu'il est très intéressant. J'ai déjà regardé sur pas mal de chaînes Booktube. Effectivement au début je comptais pas forcément le faire et puis voilà j'ai regardé des vidéos, ça m'a inspiré, je me suis dit ben moi aussi j'ai envie de le faire. Voilà, y a pas de raison. Et ben voilà, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Je ne pense pas forcément beaucoup bouger cet été, donc je ne sais pas vraiment si je vous sortirai un autre vlog avec des petits paysages et des petites choses comme ça. Sauf que à partir de demain, avec l'école, on va partir en camp d'été pendant 4 jours dans la préfecture du Niigata avec les enfants. Donc je verrai bien si je peux vous prendre quand même quelques petites images puisque ça a l'air très joli. On va être dans les montagnes. Et puis sinon, eh bien, écoutez, on se retrouvera très bientôt de toute façon pour des bilans que je dois vous faire, entre autres le bilan du challenge Mozart et puis très certainement d'autres livres dont je vais vous parler d'ici la fin de l'été. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt et puis sur ce, très bonne lecture à tous, bye bye.